Bien, bonjour. Dans ce nouveau cours, on va regarder une introduction en fait à la théorie de Sturm-Liouville, qui est la théorie qui va nous permettre de traiter certaines équations différentielles d'ordre 2 qui reviennent de façon très récurrente en fait dans la résolution des équations dérivées partielles. Et donc autour de ces équations différentielles ordinaires, il y a toute une théorie qui a été développée qu'on appelle la théorie de Sturm-Liouville. Donc un problème de Sturm-Liouville, il prend cette forme-là, il prend la forme P de x fois phi prime prime plus Q de x plus lambda sigma de x fois phi égale 0, avec x compris dans un intervalle borné AB. Ici, on a P', Q et sigma qui doivent être continus sur AB. P de x et Q de x vont être prises positives sur AB ou pas, on va voir un peu par la suite pour Q particulièrement, comment ça se comporte. Et dans ce cas-là, on dit que le problème est dans la forme de Sturm-Liouville. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que toute équation différentielle du deuxième ordre qui a cette forme-là, là, A0x, enfin A0 phi seconde plus 1 phi prime plus A2 plus lambda, le tout multiplié en phi égale à 0, avec x compris entre A et B, va pouvoir être mis sous une forme de Sturm-Liouville. Donc cette forme-là n'est pas aussi restrictive qu'on pourrait le croire a priori, parce qu'un problème qui peut se mettre, qui a cette forme-là dès le début, peut être rapporté à une forme de Sturm-Liouville en utilisant ce qu'on appelle un multiplicateur, on va voir ça tout de suite. Si on prend comme multiplicateur P de x, et donc il sera bien le P qu'on a ici en fait, comme étant égal à l'exponentielle de l'intégrale de A1 sur A0 dx. Pour le Q de x, on va prendre P fois A2 sur A0, et pour sigma, on va prendre P sur A0. Et du coup, l'équation de Sturm-Liouville, en remplaçant P, Q et sigma par ces expressions-là, reviendra bien à la même équation que là. On va commencer par le vérifier. Pour le vérifier, on va d'abord écrire la dérivée de P, donc P', c'est la dérivée de l'exponentielle de l'intégrale de A1 sur A0 dx. Exponentielle de f, c'est f' exponentielle f, donc on a la dérivée de l'intégrale de A1 sur A0, c'est A1 sur A0, multiplié par la même chose, c'est-à-dire par P. Donc P' c'est égal à A1 sur A0 fois P. Okay. Maintenant on va vérifier, donc on prend la forme de Sturm-Liouville dérivée de l'équation du deuxième ordre qu'on postule, et on voit si elle va nous ramener à notre équation du deuxième ordre du début. Donc on prend le P phi prime prime plus PA2 sur A0 plus lambda P sur A0 phi, et on applique, entre guillemets, bêtement la règle. On voit que la dérivée de ce terme P phi prime prime, ça va être égal à P phi seconde plus P prime phi prime, donc P phi seconde plus, alors P prime c'est A1 sur A0 P fois phi prime, plus, on ne change pas cela, PA2 sur A0 plus lambda P sur A0 phi. Donc ce qu'on voit ici, c'est que si on divise tout par P et qu'on multiplie tout par A0, on va retomber sur l'équation du début et on aura gagné effectivement. Donc on divise tout par P, ce P-là, ce P-là, ce P-là et ce P-là s'en vont. Et si on multiplie par A0, va apparaître un terme A0 phi seconde, plus ici A1 phi prime, le A0 et le A0 vont simplifier, ici à nouveau les A0 vont simplifier, il va rester A2 plus lambda fois phi. Et on se retrouve bien avec l'équation différentielle du début. A0 phi seconde plus A1 phi prime plus A2 plus lambda phi égale 0. Donc effectivement, suivant la recette qu'on vient de voir, on arrive à passer d'une équation différentielle ordinaire de cette forme-là, du second ordre, à un problème de Sturm-Liouville. Ok, super. Donc on est capable de transformer d'autres équations que les seules équations qui ont exactement la bonne forme en un problème de Sturm-Liouville. Finalement, juste un petit 30 secondes, le terme le plus important, en quelque sorte, c'est ce lambda. Il faut bien qu'il y ait ce lambda ici pour qu'on ait une chance de passer sous une forme de Sturm-Liouville. Sinon, on n'est pas sur une forme de Sturm-Liouville, on n'a pas de valeur propre, et à partir de là, c'est mort. Donc un problème de Sturm-Liouville régulier. Donc dans un problème de Sturm-Liouville, le but du jeu c'est de trouver une paire fonction propre valeur propre associée à un problème qui a cette forme là qu'on a déjà vu, avec alpha 1 phi de A plus bêta 1 phi prime de A égale 0, alpha 2 phi de B plus bêta 2 phi prime de B égale 0, ou alpha 1 alpha 2 bêta 1 bêta 2 sont des constantes. Dans ce problème là, P, P', Q et sigma doivent être continus et à valeur réelle dans l'intervalle AB. P et Q positives pour x qui appartient à B, et alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 doivent être des réels, avec alpha 1 carré plus bêta 1 carré, différent de 0, et alpha 2 carré plus bêta 2 carré, différent de 0. Ok. Ensuite, quand on cherche les valeurs propres, on va se retrouver avec un ensemble de valeurs propres. Cet ensemble de valeurs propres, on lui donne un nom. Traditionnellement, on appelle ça le spectre du problème de Sturm-Liouville. Cette notion de spectre revient à plein d'endroits des maths, et ça dessine généralement un ensemble de valeurs associées à une solution, voilà, des choses comme ça.
Un problème sera dit singulier par opposition à un problème régulier si au moins une de ces trois conditions n'est pas satisfaite ou si l'intervalle est infini. D'accord. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un problème singulier. Et certaines des propriétés qu'on verra ne seront pas vraies, du coup, ne seront pas vérifiées. On précisera par la suite s'il faut qu'un problème soit régulier pour qu'une propriété soit vérifiée. Par ailleurs, plus précisément, si le domaine est infini, ou si soit P soit sigma tend vers 0, ou vers l'infini sur un des bords, en A ou en P, alors les conditions limites, une ou plusieurs, vont être remplacées par une condition de majoration sur phi. Voilà. Bon, on verra des exemples de ce comportement-là, mais plus tard quand on résolvera des équations dérivées partielles. Donc pour l'instant, on va pas voir une illustration immédiate de ça. Ça fera un petit piqueur de rappel quand on les traitera proprement par la suite. Donc prenons un exemple, l'équation de Legendre ici. Pardon. L'équation de Legendre, elle a cette forme-là, moins x carré phi prime prime plus lambda phi égale 0 pour x compris entre moins 1 et 1. Et on a alpha phi de moins 1 plus bêta phi prime de moins 1 égale 0 et alpha 2 phi de 1 plus bêta 2 phi prime de 1 égale 0 comme condition en limite. D'accord. Maintenant, identifions les choses. Donc je rappelle un peu la forme du problème de Sturm-Liouville. C'est bien de l'avoir en tête, mais c'est bien de se le rappeler un peu au début. Donc c'est P phi prime prime plus Q plus lambda sigma phi égale 0. Et maintenant, on va identifier les choses simplement. On voit que P, c'est le terme qui multiplie le phi prime. Donc ici, P de x, c'est 1 moins x carré. D'accord. P prime de x, c'est moins 2x. Q de x, c'est 0. Il n'y a rien qui s'additionne au terme lambda pour multiplier phi. Et sigma de x est égal à 1. 1, c'est le multiplicateur de lambda ici, qui n'apparaît pas évidemment. Donc toutes ces fonctions sont continues sur moins 1, 1, donc ça c'est bon. En revanche, P de 1 est égal à P de moins 1 est égal à 0, donc ce problème est un problème de Sturm-Liouville singulier. A l'inverse, l'équation, enfin pas tout à fait à l'inverse, mais l'équation de Bessel ici, dont la variable est en R, traditionnellement, est de la forme R phi prime prime plus lambda R moins n carré sur R phi égale 0, R compris entre A et B, avec comme condition en limite phi de A égale 0 et phi de B égale 0. On voit que ici P, c'est direct, P de R c'est R, la fonction R qui multiplie le phi prime, P prime de R est égal à 1. Q de R, c'est le terme qui s'additionne au lambda ici, c'est égal à moins n carré sur R. Okay. Et sigma de R est égal à R. Donc toutes ces fonctions-là sont continues sur AB, pas sur moins 1, 1. Là il y a une erreur sur le slide, je suis désolé. Et le problème sera régulier pour le coup tant que A et B sont strictement positifs, sont supérieurs à 0. Dès que A sera égal à 0 par exemple, on aura un problème singulier, puisqu'on va avoir de la divergence qui va apparaître dans notre problème, et notamment sur le bord. Voilà, Q de R va tendre vers l'infini sur le bord. Donc voilà un peu comment on peut classifier entre guillemets l'équation de Bessel dans les termes qu'on vient de voir ensemble. Maintenant on va examiner un certain nombre de propriétés des problèmes de Sturm-Liouville qui sont très importantes et qui vont nous permettre de traiter d'avance certaines propriétés lorsqu'on résoudra des équations dérivées partielles et puis de comprendre le cadre dans lequel on va pouvoir produire des solutions des équations dérivées partielles. Donc on peut démontrer, tout ça on peut le démontrer mais on va le faire, on peut démontrer que le spectre d'un problème de Sturm-Liouville est un infini dénombrable, un ensemble discret de valeurs, comme typiquement les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, etc. Par ailleurs, on peut montrer aussi que pour deux valeurs propres, avec des fonctions propres associées, phi m, phi n, pour des valeurs propres lambda m, lambda n, alors ces fonctions propres sont orthogonales par rapport à un produit scalaire qui s'écrit, ici le produit scalaire de phi m fois phi n, il s'écrit intégrale de A à B, donc ça c'est les bornes du domaine de Sturm-Liouville, phi m fois phi n fois sigma, ça c'est la fonction qui multipliait lambda, la valeur propre dans l'équation Sturm-Liouville. Dx égale dans ce cas-là 0, puisque m est différent de n. Donc ce qu'on voit par rapport au cours qu'on avait fait sur les séries de Fourier, notre produit scalaire s'enrichit maintenant de cette fonction sigma qu'on appelle la fonction poids. Alors j'avais pas introduit dans le cours sur les séries de Fourier parce que je voulais pas compliquer les choses à ce moment-là, mais maintenant on va en avoir besoin et on va généraliser le produit scalaire et la notion de série de Fourier au passage. Donc maintenant le produit scalaire se définit avec une fonction poids qui dans le cas qu'on avait vu pour les séries de Fourier était simplement égale à 1. Mais cette fonction poids peut ne pas être égale à 1, et dans le cas des problèmes de Sturm-Liouville, c'est la fonction sigma de x qui apparaît dans le problème. Ok, donc on peut montrer, je le répète, que pour deux valeurs propres différentes, les fonctions propres associées sont orthogonales par rapport au produit scalaire défini comme ça, phi m phi n fois la fonction poids sigma.
intégré de A à B. On peut démontrer aussi que les valeurs propres d'un problème de Sturm-Liouville sont réelles. Et voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et si phi et psi sont deux fonctions propres associées à la même valeur propre lambda, en fait elles sont proportionnelles l'une à l'autre. Il n'y a qu'une seule fonction propre linéairement indépendante associée à une valeur propre donnée. Voilà, donc psi de x, si c'est une fonction propre de lambda et phi de x également, elles sont proportionnelles l'une à l'autre via une constante. Alors les lambdas sont réels, les fonctions propres ne le sont pas nécessairement, mais on peut toujours se ramener à des fonctions propres réelles. Mais on peut aussi les écrire sous forme complexe. Voilà. Bon, c'est un petit à côté, on verra si ça nous est utile par la suite. Donc pour un problème de Sturm-Liouville régulier, suivant ce qu'on a défini tout à l'heure, concernant les valeurs propres et les fonctions propres phi n, le spectre est infini, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de valeurs propres. On a déjà dit que c'est un ensemble discret et qui n'est pas borné, c'est-à-dire que quand n tend vers l'infini, lambda n tend vers plus l'infini. Par ailleurs, ce qu'on a, c'est que si alpha 1 fois bêta 1 est inférieur ou égal à 0 et si alpha 2 fois bêta 2 est supérieur ou égal à 0, le spectre aura une borne inférieure. Et on pourra ordonner les valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc., lambda n, jusqu'à l'infini. On peut les classer par ordre croissant. Et si par ailleurs q de x est inférieur ou égal à 0, quel que soit x dans l'intervalle AB, alors lambda n est supérieur ou égal à 0 pour tous les n. En fait, les valeurs propres sont positives ou nulles. D'accord, ça peut être pratique. Alors ça c'est pour un problème de Sturm-Liouville régulier, on verra après comment on peut généraliser ça. Voilà. Ça peut être pratique, on verra un petit exemple d'ailleurs. On résolvera une équation dérivée partielle dans le cadre de ce cours-là, où on ira chercher la valeur propre minimale et ça nous permettra de sauter sur une solution plus rapidement. On verra du coup l'intérêt de faire ce genre de calcul. Si les valeurs propres sont ordonnées de cette façon-là, lambda 1, lambda 2, etc., lambda n, etc., dans ce cas-là, on a cette propriété qui était assez jolie par ailleurs pour le coup, qui est que la fonction propre phi n aura exactement n-1, 0 dans l'intervalle AB. C'est-à-dire que la fonction phi 1 associée à la première valeur propre, la plus petite valeur propre, n'aura pas de 0. n1-1 ça fera 0. Elle n'aura pas de 0, ça veut dire que la fonction ne change pas de signe et reste strictement positive ou négative suivant la forme qu'elle a. La fonction phi 2 aura un seul 0 et changera de signe une seule fois, etc. etc. Voilà. Donc c'est un beau résultat, on verra si il nous est utile, mais comme il est rigolo, si je puis dire, je le mets en passant. Ok, donc maintenant on va travailler sur l'équation de Cauchy-Euler pour aller voir un peu un exemple où on vérifiera que les fonctions propres sont bien orthogonales. Et c'est un problème qui n'est pas trivial au sens où la fonction sigma, donc la fonction poids, sera égale à 1 sur x. On voit que lambda est multiplié par 1 sur x. Donc ça va nous permettre de travailler un peu notre produit scalaire avec cette forme bizarre. Donc l'équation de Cauchy-Euler c'est x phi prime prime plus lambda sur x phi égale à 0 pour x compris entre 1 et l, avec phi de 1 égale 0 et phi de l égale à 0. Donc c'est un problème qui est régulier, on a p de x qui est égal à x ici, sigma de x qui est égal à 1 sur x et q qui est égal à 0. On a alors alpha 1, alpha 2 qui sont égaux à 1 et pas à 0, et bêta 1 et bêta 2 qui sont égaux à 0. Donc pour résoudre ce problème, il est bon de passer par une transformation et d'écrire que x est égal à exponentielle s, où s est égal, on peut le dire dans l'autre sens, à ln de x. Dans ce cas-là, on voit que la fonction u de s, qu'on veut être égale à phi de x, c'est-à-dire qu'elle va s'écrire phi de exponentielle s, va avoir les propriétés suivantes. U' de s, c'est la dérivée de phi exponentielle s, c'est-à-dire exponentielle s phi prime, ce qui revient à dire x phi prime. U seconde de s, je vous laisse le vérifier calmement par ailleurs, mais U seconde de s, on a bien que c'est égal à exponentielle s phi prime de exponentielle s, et c'est aussi égal à x fois x phi prime prime. Voilà. Écrivez ces deux-là éventuellement pour vous persuader qu'il n'y a pas d'arnaque, c'est bien vrai. Je sais que la première fois que j'avais croisé cette relation-là, j'ai passé quelques minutes à buter sur cette ligne-là, ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est bien de vérifier les choses par soi-même pour s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer. Je ne prends pas le temps de le démontrer parce que c'est pas compliqué en soi, mais je vous invite à le vérifier. Ok, et on voit maintenant qu'on va pouvoir retransformer un peu notre problème. Si on multiplie par x ce terme-là, enfin cette équation, 0 fois x ça fera toujours x, ça fera x fois x phi prime prime plus lambda phi égale à 0. Donc c'est l'équation du début qu'on a juste uniformément multipliée par x. Ça nous ramène à un problème qui devient très simple en u,
à savoir qu'on se retrouve avec x fois x phi prime prime, qui est égal à u seconde, donc on a ce terme-là, et phi qui est égal à u. Et donc cette équation-là, qui est proportionnelle à celle-là, enfin, qui est celle-là multipliée par x, se transforme en quelque chose de beaucoup plus simple à résoudre, puisque u seconde plus lambda u, on l'a déjà croisé au moins 12 000 fois, sans exagérer. Alors il faut qu'on voit comment se transforment nos conditions aux limites. Pour la variable, on se rappelle que S c'est ln de x, donc phi de 1 ça devient en fait u de 0, ln de 1 ça fait 0, donc on a u de 0 égale à 0, et L se transforme en ln de L, et donc u de ln de L doit être égal à 0. Donc ça c'est une nouvelle condition limite. Ok. Pour les lambda positifs, on sait résoudre, on l'a déjà résolu 400 fois, donc on sait que la forme en fonction de... Pour ce qui est de u, va prendre la forme a cosinus mu s plus b sinus mu s. D'accord? Donc ça, c'est les fonctions propres qu'on a déjà rencontrées. Il n'y a pas de surprise là-dessus. On va le réécrire en x. Ça nous fait du coup que phi de x prend la forme a cosinus mu ln de x. Okay. S est égal à ln de x. Hein, plus b sinus mu ln de x. Okay. Et si on applique les conditions limites, on obtient que mu ln de x doit être égal à kpi. Hein. Donc on obtient que les lambda n valent n de pi 2 sur ln carré de L. D'accord? Et les phi n de x s'écrivent, elles, mu n, c'est-à-dire n pi sur ln de L fois ln de x. Et donc la solution, les fonctions propres de ce problème sont de cette forme-là. D'accord? Je suis passé un peu vite sur l'identification des A et des B, mais bon, c'est toujours la même chose, donc on sait que on peut vérifier facilement que le cosinus disparaît, qu'il ne reste que le sinus sur les bras, et que donc les seules solutions non triviales sont telles que mu ln de x est égal à kpi, ou npi. Ici. Ok, maintenant on en arrive à ce qui m'intéressait un peu, je vous avoue, en écrivant la solution de ce problème, qui est de vérifier que notre produit scalaire nos fonctions orthogonales, nos fonctions propres sont bien orthogonales par rapport au produit scalaire, incluant le poids. Donc, on prend n différent de m, et donc phi m scalaire phi n, c'est intégrale de 1 à L, c'est notre intervalle, de sinus m pi ln de x sur ln de L, fois sinus n pi ln de x sur ln de L, 1 sur x dx. Oh my god, il faut intégrer ce truc-là. Donc ça, on va pouvoir le transformer, évidemment, on va faire un changement de variable, en écrivant que t est de la forme est égal à pi ln de x sur ln de L, ça fait que dt va prendre la forme 1 sur x fois pi ln de L, et donc le 1 sur x dx va devenir le dt en fait. 1 sur x dx va devenir dt, c'est ça. Et le pi sur ln de L va sortir, on est obligé de le faire passer de l'autre côté parce qu'on ne l'a pas dans cette intégrale, et donc il apparaît sous la forme ln de L sur pi. Hein, d'accord. Et maintenant, nos arguments des fonctions sinus deviennent très simples, deviennent sinus mt dt. D'accord. Donc ça, c'est bien, suite à ce changement de variable, cette fonction-là qui est passée de ça à ça. Ok, les bornes d'intégration, comme ça on ne va pas revenir dans le monde des x, c'est pas nécessaire. Pi ln de 1 sur ln de L, ln de 1 ça fait 0, donc la borne 1 devient 0, et en L ça fait pi ln de L sur ln de L, qui se simplifie, ça fait donc pi pour la borne du haut. Ok, donc ça fait bien, le passage de là à là se fait tout à fait gentiment en fait. Maintenant ce qu'on veut c'est intégrer ça. Alors on se rappelle, on l'a déjà croisé, et puis bon, je vous avais déjà dit, il ne faut pas hésiter à aller voir dans les bouquins d'analyse, dans les formulaires, pour se rappeler de ces propriétés-là, mais sinus mt fois sinus nt, ça peut s'écrire comme étant cosinus n moins m fois t, moins cosinus n plus m fois t dt, d'accord, l'intégrale de 0 et pi ne change pas. Le 2 vient du fait que ce terme-là est divisé par 2, pour avoir cette égalité-là. Ok. Voilà, et maintenant on va faire ces deux intégrales qui sont pour le coup très simples maintenant. Hein. On a ln de L sur 2pi, la primitive de cos de n-m fois t, c'est sinus n-m fois t sur n-m. La primitive de cosinus n plus m, c'est la même chose, hein. C'est sinus n plus m fois t sur n plus m. Et ça on le prend entre 0 et pi, les sinus de 0 vont faire 0, les sinus d'un nombre entier fois pi vont faire 0 également, donc tout ça c'est bien uniformément égal à 0. Et donc on a bien que nos fonctions propres sont orthogonales quand elles sont associées à deux valeurs propres différentes via un produit scalaire qui inclut comme fonction poids la fonction sigma du problème de Sturm-Liouville. Voilà, donc c'est un exemple hein, où on a traité la chose, il n'a pas une démonstration, mais ça permet de voir que ça marche, entre guillemets. Voilà.
Ok. Maintenant, on va en venir à une question qui va être hyper importante pour la suite, c'est le développement en fonction propre des solutions d'un problème de Sturm-Liouville. Et puis des fonctions qui vont nous être utiles dans la résolution des équations dérivées partielles de façon plus générale. Donc on considère le problème de Sturm-Liouville tel qu'il est là, tel qu'on l'a défini depuis le début, auquel on associe des valeurs propres lambda n et des fonctions propres phi n, avec un produit scalaire, comme on vient de le voir, et maintenant ça va être ça la norme, si je puis dire. Jeu de mots tout à fait pourri. Le produit scalaire de f par g, ce sera maintenant toujours intégrale de AB, f de x, g de x, sigma de x dx. D'accord. Pour un problème de Sturm-Liouville. On peut représenter dans ce cas-là une fonction f en série de fonctions propres associées à un problème de Sturm-Liouville, et on va appeler ça des séries de Fourier généralisées. Et dans ce cas-là, la fonction f de x, on va la représenter comme étant la somme de n égale 1 à l'infini des Cn phi n de x, où les Cn sont les coefficients de Fourier généralisés, qui prennent pour forme f scalaire phi n sur phi n scalaire phi n. Voilà. Donc c'est tout à fait la même logique que ce qu'on avait eu jusque-là, il n'y a pas de changement. La différence étant que maintenant notre produit scalaire, il y a la fonction poids dedans, et les phi n, c'est pas simplement les cosinus et les sinus, mais c'est les fonctions propres de notre problème, telles qu'on les a établies en résolvant l'équation de Sturm-Liouville. Voilà, donc ça généralise vraiment la notion de série de Fourier. Pardon. Si f est continu par morceau sur l'intervalle AB, la série de Fourier généralisée, f de x, qui devient donc somme de n égale à l'infini des Cn phi n, où on a donné les Cn phi n sous cette forme-là, converge vers f de x plus f de x moins sur 2. D'accord. Donc ça veut dire que pour un endroit où la fonction est continue, elle converge bien vers la valeur de la fonction, et s'il y a un saut, ça converge vers la valeur moyenne du saut, enfin la demi-somme des limites à gauche et à droite, sur l'intervalle AB. Exactement comme les séries de Fourier en fait. Donc ça porte le même nom, on l'appelle théorème de Dirichlet de la même façon pour les séries de Fourier. Donc prenons un problème de Sturm-Liouville régulier, qui a rien de a priori d'effrayant, phi seconde plus lambda phi égale à 0. Pour x compris entre 0 et 1, phi de 0 égale à 0, et 2 phi de 1 moins phi prime de 1 égale à 0. Donc voilà, là on voit une condition limite un peu plus marrante que ce qu'on avait fait peut-être jusque-là. On voit que notre p, la fonction p de x est égale à 1, qui est multiplié le phi seconde, le q de x est égal à 0, il n'y a rien qui s'additionne au lambda, et le sigma de x est égal à 1 qui multiplie le lambda pour le coup. On voit qu'on a alpha 1 qui est égal à 1, bêta 1 qui est égal à 0, alpha 2 qui est égal à 2 ici, et bêta 2 qui est égal à moins 1 ici, dans le problème. On a alpha 1 fois bêta 1 qui est égal à 0, et alpha 2 fois bêta 2 qui est égal à moins 2, qui est donc négatif. Et donc il peut y avoir des valeurs propres négatives dans ce cas-là. On avait vu ça au début, par rapport aux règles qu'on s'était données. Il peut y en avoir, c'est pas obligé, il faut vérifier pour le coup, mais on doit traiter tous les cas. Et donc, comme a priori il peut y en avoir, on est obligé de traiter ce cas. Si on avait trouvé par exemple qu'il ne pouvait pas y avoir de valeurs propres négatives, on n'aurait même pas envisagé lambda négatif, on n'aurait même pas essayé de résoudre le problème pour des lambda négatifs. Donc c'est en ce sens-là que faire ce genre de vérif peut gagner un peu de temps. Ça se fait très rapidement et ça permet de gagner du temps. Il faut juste bien faire gaffe à ces conditions, est-ce qu'on est sur un problème régulier, etc. Donc pour les lambda négatifs, on va écrire du coup que lambda est égal à moins mu carré, d'accord, et donc notre problème devient phi seconde moins mu carré phi égale à 0. Ça, on sait que la solution est de la forme a cos h mu x plus b sin h mu x. Maintenant, il faut qu'on identifie les valeurs. Avec phi de 0 égale à 0, ça fait que a est égal à 0. Et donc phi de x est de la forme b sinus hyperbolique de mu x. 2 phi 1 moins phi prime de 1 égale à 0. Alors ça devient plus intéressant. Alors ça va nous faire 2b sin h mu, moins la dérivée de sin h, c'est cos h. Donc ça fera b mu cos h, le mu de mu, puisqu'il n'y a pas de... il n'y a plus de x, puis égal à 1. Ok, donc ça nous fait du coup le 2 phi de 1, j'ai dit, mais c'est écrit, c'est mieux. Ça fait 2b sin h de mu, moins le terme dérivé, c'est mu b sin h mu, x, mais x qui vaut 1. Donc moins b mu cos h mu égale 0. Ok, super. Du coup, ça se met, on fait passer ce terme-là de l'autre côté, et on divise par cosh de mu. Du coup, ça nous fait du... Et on peut simplifier par b par ailleurs. Donc ça nous fait, en faisant passer ce terme-là de l'autre côté, ça fait mu cos h mu égale sin h mu. On fait passer le 2 de l'autre côté, ça fait mu sur 2. Le cos h on passe de l'autre côté, ça fait sin h mu sur cos h mu. Ça fait bien tangente hyperbolique de mu égale mu sur 2. C'est une belle équation transcendante pour le coup.
Alors on peut tracer les choses pour voir un peu ce qui se passe. Si on trace ici en bleu la fonction tangente hyperbolique et en rouge la fonction mu sur 2, on voit que ça se coupe en 3 points. Ça se coupe en 0, qui serait une solution triviale pour le coup, lambda égale à 0. Et on trouve aussi une valeur mu 0 ici. Alors si vous résolvez, alors pour le coup numériquement, vous trouvez que mu 0 vaut environ 1,915 ici. Donc on va avoir des solutions pour mu égale à 0 et mu égale plus ou moins le mu 0 déterminé ici à 1,915. Donc on a une première entre guillemets fonction propre phi 0 de x qui prend la forme sinus hyperbolique de mu 0 de x. Je crois que si on prend, je ne l'ai même pas fait, mais je crois que si on prend pour 0, on a juste la fonction triviale, donc c'est pas intéressant. Bah oui, parce que ça fait sinage de 0, donc il fait 0. Du coup, c'est vraiment une solution triviale, donc celui-là on ne le retient pas. Phi 0 de x est égal à sinus hyperbolique de mu 0 de x, d'accord. Si on considère la racine moins mu 0, ça fait sinus hyperbolique de moins mu 0 de x, qui est une fonction impaire, on peut sortir le moins, qui devient moins sinus hyperbolique de mu 0 de x, qui est proportionnelle à celle-là, donc c'est bien la même fonction propre, à une constante multiplicatrice près, donc en fait ça rapporte rien au spectre, d'accord. Donc du coup on n'a qu'une seule fonction propre à extraire, et une seule racine qui nous intéresse, qui est mu 0. Voilà. Maintenant, pour lambda égale à 0, le problème, a priori, vu ce qu'on a vu sur le sinus hyperbolique précédemment, ça ne devrait rien donner, mais on va le résoudre, hein, on va bien voir ce qui se passe. Ça nous fait phi seconde égale à 0. Donc, c'est une solution de la forme phi de x égale à x plus b. Phi de 0 égale à 0, ça veut dire b égale à 0, d'accord. Et 2 phi 1 moins phi prime de 1, ça c'est égal alors à 2 phi de 1, comme b est égal à 0, ça fait 2a, d'accord. Moins phi prime de 1, la dérivée de ax plus b c'est a, donc moins a, et qui est égal, 2a moins a c'est égal à a, c'est égal aussi à 0, donc a égale b égale 0, c'est la solution triviale. Effectivement, c'est un peu ce que nous suggérait la situation précédente. Maintenant, on prend les lambda positifs, on prend lambda donc égal à mu carré, c'est-à-dire phi seconde plus mu carré phi égale à 0, qu'on connaît par cœur. La solution est de la forme a cos mu x plus b sinus mu x. Phi de 0 égale à 0, ça veut dire a égale à 0, il ne reste plus que le b à garder, et donc les phi de x vont être de la forme b sinus mu x. Et maintenant, il faut qu'on résolve notre condition limite. D'accord ? Donc ça nous fera du 2b sinus mu x moins b, la dérivée de sinus mu x, c'est moins b mu cos mu x, en remplaçant x par 1. Donc ça fait 2b sinus mu moins b mu cosinus mu égale à 0. Alors ça ressemble dans l'esprit à ce qu'on vient de voir juste avant en fait, hein. Donc ça va se résoudre de la même façon, on peut dégager les b. On fait passer le mu cos mu de l'autre côté. Ça fait mu cos mu est égal à 2 sinus mu. On divise par cos mu, ça fait sinus mu sur cos mu, c'est-à-dire tangente mu est égal à, on fait passer le 2 de l'autre côté, mu sur 2. D'accord, donc ça nous fait tangente mu égale mu sur 2. À nouveau, on a une équation transcendante à résoudre, transcendantale pour résoudre, pour trouver les transcendantes, je sais jamais, bref, pas grave. C'est un anglicisme. À résoudre pour trouver les valeurs propres. Donc ça c'est un peu coton en fait, hein. On ne peut pas le faire de tête, ce genre de situation-là. Donc on peut se tracer un peu les choses pour voir à quoi ça ressemble. On y reviendra à la fin d'ailleurs. On verra pourquoi. Et donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est l'intersection de la droite y égale mu sur 2 avec la droite, avec la fonction y égale tangente mu. Et on a une infinité de valeurs propres. On voit que la fonction en rouge ici coupe la fonction tangente ici. Donc là, ça nous fait mu 1. Ici, ça nous fait mu 2. Ici, ça nous fait mu 3, etc. à l'infini, hein, puisqu'il y a une infinité de bras pour la fonction tangente. Et ça nous donne notre infinité de valeurs propres. Elle a bien une infinité de solutions, hein, mu 1, mu 2, etc., mu n. Et les phi n associés sont de la forme sinus mu n de x fois x. Pardon. Donc au total, on a comme valeur propre mu 0 carré, mu 1 carré, etc., mu n carré, etc., avec phi 0 de x qui vaut sinus hyperbolique de mu 0x. Et pour les n supérieurs ou égaux à 1, on a les phi n de x qui sont sinus de mu n de x. Voilà. Et donc si maintenant on va chercher un peu les choses d'un peu plus près, la norme de phi 0, c'est-à-dire phi 0 scalaire phi 0, on se rappelle que pour construire un produit scalaire, la fonction sigma est égale à 1, c'est quand même sympathique aussi à résoudre. Ça fait intégrale de 0 à 1 de sin h carré de mu 0 de x dx. On peut linéariser ce sin h carré, hein, si vous avez plus ça en tête, ça se fait très bien.
Et ça nous fait écrire du coup, quand on intègre, 1,5 de 1 moins sinage de mu0 sur 2 mu0. Les phi n carré, si on prend leur norme, ça fait phi n scalaire phi n. C'est l'intégrale de 0 à 1 de sinus carré mu n de x dx. Et pareil, si on linéarise, ça nous fait 1,5 de 1 moins sinus de mu n sur 2 mu n. Donc ça, c'est nos normes qui peuvent être utiles si on veut produire une base orthonormée pour nos fonctions propres, ce qui est quand même plus pratique. Et du coup, une fonction f continue par morceau se développerait sous la forme somme de n égale 0 à l'infini des cn phi n, d'accord, avec cn égale à f scalaire phi n sur la norme de phi n au carré, donc pour le premier terme, en 0 par ce terme-là, et pour les autres termes suivants, ce terme-là. Voilà. Et dans ce cas-là, si f est lisse par morceau, on aura que en un point x donné, f de x plus f de x moins sur 2 est égal à la somme de n égale 0 à l'infini des cn phi n de x. Ok, donc on voit, on est en train de développer avec des fonctions qui sont un peu moins sympathiques, et je vous raconte même pas avec l'équation de Cauchy-Euler qu'on a vu tout à l'heure, on aurait pu développer sur les fonctions propres qu'on a vues, ça peut devenir un peu cauchemardesque. Voilà. Après là, c'est quand on a besoin de résoudre des problèmes qui sont aussi complexes que ça, on a le temps, on le fait pas sur un coin de table, et sur des PowerPoint comme je le fais là, simplement. Mais bon, ça permet de bien voir ce qui se passe, j'espère, de traiter un peu, même superficiellement, ces problèmes, pour sentir un peu dans quelle direction ça peut aller. Ok, maintenant on va en venir à la notion du quotient de Rayleigh. C'est l'ordre Rayleigh, effectivement, qui donnait ce nom à ce quotient, qui s'était aperçu de son importance dans des problèmes quantiques, en fait. Le spectre qu'on est en train de résoudre ici dans les problèmes de Sturm-Liouville est lié, pour les chimistes, au spectre d'énergie atomique, ou pour les physiciens d'ailleurs aussi. Et il y a une correspondance directe, et c'est pas étonnant que l'ordre Rayleigh ait été mêlé à l'affaire. Voilà, en passant. Donc le quotient de Rayleigh. Si phi n est une fonction propre associée à lambda n, pour un problème de Sturm-Liouville qui est ici, alors on peut montrer que lambda n est égal à phi n scalaire L phi n sur phi n scalaire phi n. Et L phi n, c'est le L ici, en fait, c'est l'opérateur de la fonction de l'équation de Sturm-Liouville, qui prend cette forme-là, 1 sur sigma x moins d sur dx de p de x d phi n sur dx. Donc là, on se retrouve le p phi prime prime, d'accord, le prime en haut est devenu un d sur dx ici, avec un moins devant en fait, plus q de x fois phi n. Okay, donc on peut montrer cette égalité-là. Alors ce terme-là est un peu bourrin, mais parfois ça peut être utile de le calculer. Il y a une autre forme qui peut être plus pratique parfois, qu'on obtient en intégrant par partie cette expression-là, qui est la forme que lambda n est égal à l'intégrale la somme de a à b, parce qu'il est intégré par partie celui-là, moins p phi n phi prime n, plus l'intégrale de a à b de p phi prime n au carré moins q phi n carré dx, le tout sur intégrale de a b de phi n carré sigma dx. C'est toujours ce terme-là, n'a pas changé. Alors évidemment, il ne faut pas prendre par cœur ces relations, c'est pas le problème c'est de savoir qu'elles existent et aller les pêcher quand il y en a besoin. Un corollaire très important pour la suite, c'est que si ce terme-là, p phi prime entre a et b, est supérieur ou égal à 0, et que q est inférieur ou égal à 0 pour x compris entre a et b, alors les lambda n sont strictement positives. Et ça peut faire gagner du temps quand on fait des calculs concrets de problèmes de Sturm-Liouville à résoudre issus d'une équation de dérivée partielle. Ou ça peut aussi permettre de faire des évaluations de valeurs propres, comme on va le voir par la suite. Par ailleurs, on peut faire quelque chose d'un peu plus sioux, et on peut montrer ça par ailleurs, que ce quotient, on peut l'écrire aussi pour d'autres fonctions que phi. Finalement, on pourrait dire, je vais prendre une fonction u, n'importe laquelle, pas tout à fait, on va voir pourquoi, et on peut l'écrire pour une fonction u qui se comporte bien, c'est-à-dire qui vérifie les conditions limites du problème de Sturm-Liouville, et dans ce cas-là, on peut écrire R de u sous la forme moins PUU', pris entre a et b, plus intégrale de a à b de PU' moins QU carré, sur l'intégrale de a à b de u carré sigma de x dx. Donc ça, R de u, c'est le quotient de Rayleigh écrit pour une fonction u, qui a le bon goût de vérifier les conditions limites. Et là, ce qu'on peut montrer, et cette propriété-là va être aussi très importante, elle permet de borner les valeurs propres. On peut montrer que la première valeur propre lambda 1, c'est le min de tous les R de U, où les U appartiennent à DL. Alors les DL, c'est l'ensemble des fonctions continues qui vont satisfaire les conditions limites. C'est en ce sens-là qu'elles se comportent bien. Elles sont continues et elles satisfont les conditions limites. Donc vous prenez toutes les fonctions que vous pouvez imaginer, et même les autres,
Et celle de toutes ces fonctions qui va minimiser R de U, elle va vous donner lambda 1. Alors ça tel quel, c'est pas facile forcément à utiliser comme ça. En revanche, ce qui est très pratique, c'est que si vous prenez une fonction U qui satisfait ces conditions-là et qui est continue, son R de U va vous donner une borne supérieure pour lambda 1. Et ça peut être très pratique pour le coup. Voilà. On va se donner un petit exemple un peu maintenant là pour digérer tout ce qu'on s'est dit. On va résoudre une équation d'onde qui a cette forme-là, hein, alpha de x fois u dérivée seconde par rapport au temps, égale d sur dx de taux fois du sur dx, moins bêta x fois u, x compris entre 0 et L, d'accord, avec les conditions aux limites qui sont la dérivée de u par rapport à x en 0 est égale à 0, et la dérivée de u par rapport à x en L est égale à 0 également. Ok, pardon. Et deux conditions initiales, hein, puisqu'on a une dérivée seconde par rapport au temps, il nous faut deux conditions initiales. U de x et de 0 est égal à f de x, et la dérivée première par rapport au temps initial, quel que soit x est égal à g de x. Okay. Ici, on prend alpha de x strictement positif, taux de x strictement positif, et bêta de x strictement positif dans le domaine de définition, dans le domaine où on résout. Donc, on sépare, on postule que u est égal au produit de x fois t de t, d'accord. Ça nous amène à deux équations, une équation en t qui est de la forme t seconde plus lambda t égale à 0, et une équation en x qui est de la forme taux x', moins bêta x plus lambda alpha x égale 0. Alors prenez le temps de le poser pour vérifier que ça correspond bien, et vous voyez, on a un magnifique, et les conditions limites de ce problème en x, hein, c'est x' de 0 égale x' de L égale 0. Et là, on a un magnifique problème de Sturm-Liouville, tel qu'on l'a vu jusque-là. C'est un problème régulier, hein. P ici est égal à taux, Q est égal à moins bêta, et donc négatif, et sigma est égal à alpha. Ok, donc il existe un spectre de valeurs propres, hein, lambda 1, etc. jusqu'à lambda n, avec phi de n qui est égal à x de n, la solution spatiale, ce sera les fonctions propres de notre problème de Sturm-Liouville, d'accord, associées aux valeurs propres correspondantes. Q ici étant négatif, puisque c'est moins bêta et que bêta est positif, lambda 1 est forcément positif, c'est-à-dire que toutes nos valeurs propres sont strictement positives. Donc, on ne va pas résoudre pour des lambda négatifs, ça ne sert à rien, même pas pour lambda nul d'ailleurs. Donc on peut résoudre directement le problème en temps, sous la forme t seconde plus lambda n t égale à 0. Voilà, donc d'avoir extrait ces informations-là du problème de Sturm-Liouville, ça nous dit directement comment on doit traiter le problème en temps ici, sans se poser de questions. En quelque sorte, on se les est posé avant, quoi. Donc il faut résoudre ça. Alors c'est un problème qui n'a pas de... On prend lambda n positif, hein, donc c'est un problème, on le prend égal du coup à mu carré n, et on sait que du coup dans ce cas-là, la solution, elle est de la forme an cosinus mu nt plus bn sinus mu n de t, avec, je l'ai dit, lambda n égale mu carré n. Et donc par superposition, u de x et de t va prendre la forme somme de n égale 1 à l'infini des an cosinus mu nt plus bn sinus mu nt fois les phi n de x, donc les fonctions propres du Sturm-Liouville, du problème de Sturm-Liouville, où ici on va devoir prendre pour u de x et de 0, si on se met en x et 0, pardon, le terme en sinus disparaît, et donc le cos vaut plus que 1, donc on a somme des an phi n qui doit être égal à f de x, pardon. Ok, donc on sait que les n vont devoir prendre la forme f scalaire phi n sur phi n carré, et de la même façon avec l'autre condition initiale, u par rapport au temps de x en 0, quel que soit x en 0, va prendre la forme bn mu n phi n égale g de x, et donc ici les bn vont prendre la forme g scalaire phi n sur phi n carré fois mu n, il faut qu'on passe le mu n de l'autre côté. Voilà. Okay. Donc on voit un peu comment on peut utiliser ces propriétés. Alors ça c'est un petit exemple en passant. On voit comment les propriétés qu'on a apprises sur les problèmes de Sturm-Liouville permettent d'aller vers une solution plus rapidement et de ne pas en passer par des hésitations qui peuvent être pénibles. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu une micro-interruption familiale. Bref. Donc, et maintenant, dernier petit point qu'on va voir ensemble, c'est le comportement asymptotique des valeurs propres. Il y a des fois où ça peut être intéressant de savoir comment se comportent les valeurs propres de façon asymptotique. Donc ça, on peut démontrer que il va y avoir une limite quand n tend vers l'infini pour les valeurs propres. Enfin, pas une limite au sens où on a bien dit qu'elles divergeaient, mais elles vont avoir un comportement qui va être
récurrent, si je puis dire. Donc si on écrit L comme étant l'intégrale de AB de racine de sigma, hein, c'est notre fonction, et sur P, c'est nos deux fonctions du problème de Sturm-Liouville dx, alors on peut montrer que la limite pour n qui tend vers l'infini de lambda k, L carré fois lambda n sur n pi carré est égale à 1, ou l'autre façon de le dire, c'est que pour n qui tend vers l'infini, lambda n tend vers n pi sur L au carré. Tout le monde se comporte un peu de la même façon pour les n infinis en fait. Prenons un petit exemple qu'on a déjà vu en fait, donc on va recycler l'exemple qu'on a traité tout à l'heure, phi seconde plus lambda phi égale 0, 2 phi 1 moins phi prime 1 égale à 0. On avait vu que ici on a sigma égale p égale 1. Dans ce cas-là, le L, la limite, le terme qui va apparaître dans la limite s'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 sur 1 dx. Racine de 1 sur 1, ça fait 1. L'intégrale entre 0 et 1 de dx, c'est égal à 1. Okay. Donc lambda n, d'après ce terme-là, doit tendre vers n pi sur 1 au carré, c'est-à-dire vers n de pi 2. Okay. Maintenant, on va le faire un peu à l'œil. On se rappelle que les valeurs propres qu'on avait trouvées étaient solutions de l'équation transcendante tangente mu n égale mu n sur 2. C'est-à-dire ici, on voit que les mu 1, mu 2, mu 3, etc. Tendent en fait vers les valeurs pour lesquelles la fonction tangente diverge. Donc la fonction tangente, elle diverge dans les npi plus pi sur 2. Et donc, on peut réécrire ça comme étant le fait que quand n tend vers l'infini, les mu n, eux, vont tendre vers 2n plus 1 fois pi sur 2. Je vous laisse vous en convaincre en regardant les choses un peu plus près, mais ça fait bien npi plus pi sur 2, ça. D'accord. Ce qu'on peut réécrire 2n plus 1 fois pi sur 2. Alors ça peut se démontrer par le théorème des valeurs intermédiaires de mémoire. Bon, je passe sur la démonstration, on le voit à l'œil nu, hein, on voit simplement que ça diverge vers le haut, et ça va couper simplement de plus en plus près du point de divergence de la fonction tangente, c'est-à-dire de plus en plus près de ces termes-là. 2n plus 1 fois pi sur 2. Et donc si on prend la limite pour n qui tend vers l'infini, le terme en haut étant vers 2n fois pi, le tout sur 2, étant donc vers 2n pi sur 2, c'est-à-dire vers n pi. Et donc les mu n tendent vers n pi, c'est-à-dire que les lambda n tendent bien vers n de pi 2, exactement comme le prédisait notre formule qu'on a vue juste avant pour les comportements asymptotiques des valeurs propres. Voilà, ça clôt ce chapitre sur la théorie de Sturm-Liouville. Ça va être en fait le cadre dans lequel on va travailler par la suite pour résoudre des équations en dérivée partielle. À partir de maintenant, on va commencer à étudier des équations en dérivée partielle à proprement parler, étudier un peu les méthodes de résolution et la forme qu'ont les solutions et ce que ça veut dire. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos mathématiques aventures.